Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, après avoir fait 2 épisodes sur les jeunes à suivre en Europe, on va donc commencer le premier épisode sur les jeunes à suivre en France, donc en Ligue 1 plus précisément. Donc il va y avoir 10 jeunes dans cette vidéo, il va y avoir 10 jeunes dans la vidéo qui sortira lundi. Et je vous rappelle, c'est une liste de 20, donc c'est pas forcément un oubli, il y a forcément d'autres jeunes qui mériteraient d'être mentionnés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si vous pensez à d'autres jeunes. Et un autre critère que j'avais mis en place, c'est que les plus vieux sont nés en 2003. Donc forcément, il n'y a pas de joueurs qui sont nés en 2001 ou 2002. Donc par exemple, il n'y a pas de Bradley Barcola, c'est normal, c'est qu'il est un peu trop vieux pour cette vidéo, si je puis dire. Et pour cette vidéo, je suis vraiment ravi d'être accompagné à nouveau par Boxing Days, la référence en termes de box mystère. Donc ce qui est bien avec Boxing Days, c'est que c'est que vraiment des beaux maillots, c'est des maillots qui ont été vraiment choisis, c'est pas, on va dire, des fonds de tiroir, dirons-nous, on n'est jamais déçu par les box de Boxing Days. Et si jamais vous avez un maillot qui ne vous plaît pas, en plus il y a un système de marketplace où vous pouvez échanger avec d'autres personnes si jamais vous n'aimez pas le club en question. Même si au préalable, vous pouvez quand même dire quel maillot vous ne voulez pas. Par exemple, moi j'ai dit que je voulais pas le maillot de Saint-Etienne parce que je supporte à Lyonnais, c'est faisable. En plus de ça, il y a un système d'abonnement, donc c'est soit vous prenez juste une box pour une première fois, ou soit vous vous abonnez, et plus l'abonnement est long, plus le prix est dégressif, et plus vous avez une chance d'avoir un maillot rare, donc c'est vraiment un super concept. Moi j'ai bien reçu ma box, la voici, et j'ai reçu un maillot, franchement, je suis trop content. C'est le maillot de Bundesliga de Pologne. Normalement, il est mis en bas d'Aix, je l'ai remis dedans pour la vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, ce magnifique maillot, c'est le troisième maillot, c'est le maillot qui avait été fait pour la Conference League. Je crois qu'ils ont joué avec contre Nice, par exemple. Donc vraiment, le maillot est dingue. Franchement, il est vraiment trop beau. Donc merci à Boxing Days d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un code de moins 10% avec le code ELFLOCO10. Donc n'hésitez pas. Encore merci à Boxing Days d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on rentre donc dans le vif du sujet. Pour commencer cette vidéo, je vais parler d'un Montpellierin, enfin il est Montpellierin pour l'instant et je vais forcément parler d'Eli Wahi qui est un 2003 et pourtant qui a déjà fait pas mal de saisons de Ligue 1. Et la saison dernière, c'est la saison de l'explosion tout simplement, il a été extraordinaire. Là, à l'heure où je tourne, on en entend parler du côté de Chelsea, Montpellier a refusé une première offre. Je crois que dans l'idée, Chelsea voulait le prêter à Strasbourg, sauf que lui n'est pas forcément intéressé d'aller à Strasbourg, même si c'est vrai que le projet strasbourgeois semble plutôt intéressant et plutôt intriguant. Je peux comprendre que quand on vient de Montpellier à la Strasbourg, ça peut pas paraître pour un tremplin. Après, le problème, c'est que est-ce qu'à Chelsea, il aura la possibilité de jouer quelques matchs? J'ai un peu de doute, même si là, à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément de grand neuf, mais est-ce que Chelsea va décider de mettre Eli Wahi comme numéro 9 titulaire? C'est compliqué, mais en tout cas, c'est un joueur qui semble vraiment excellent. J'en parlais, moi, avec des potes. Le prix semble trop excessif pour que le RC Lens aille dessus, mais par exemple, pour moi, ça aurait été le remplaçant vraiment parfait. D'Openda, un peu le même style de joueur, j'ai envie de dire. Voilà, assez rapide, un très bon devant le but, qui peut marquer à peu près dans toutes les positions. C'est vraiment un joueur que je trouve, moi, qui me plaît énormément. J'aurais imaginé un club comme Monaco faire une petite dinguerie et mettre de l'argent dessus. Même si c'est vrai qu'il y a Ben Yedder, il y a Mbolo, il y a d'autres attaquants également, mais voilà, j'aurais trouvé s'il y a un club en France qui aurait fait une dinguerie d'un point de vue prix, pour moi ça aurait été Monaco. Bon, visiblement Monaco là, ils sont pas au courant que le mercato a commencé. Ah bah ça a commencé. Mais oui, en tout cas, Iliwahi, clairement, c'est une vraie pépite. Donc, de toute façon, même s'il part au final dans un club, on va dire, à Chelsea ou dans un autre club, je l'aurais mis dans les joueurs à suivre en Europe. Donc, c'est pourquoi je le mets dans cette vidéo. J'espère qu'il restera dans notre Ligue 1, mais ça me semble assez compliqué, à moins qu'il y ait vraiment un accord avec Chelsea, qu'ils arrivent à le prêter à Strasbourg. Ce serait une pioche assez incroyable pour Strasbourg d'ailleurs, mais bon, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Surtout que Strasbourg a acheté un autre attaquant et qui, pour l'instant, ils ont encore Habib Diallo, donc on verra comment ça se passe. Mais ouais, c'est vraiment un joueur excellent et j'ai hâte de voir son futur parce que s'il se perd pas en route et s'il fait bien les bons choix, je pense qu'il aura un parcours vraiment très rayonnant. Pour le deuxième joueur, on va parler d'un transfert qui a eu lieu cet été. On va parler de Andy Diouf qui a rejoint le Racing Club de Lens en provenance du FC Bâle en Suisse. C'est un joueur qui a été préformé du côté du PSG qui s'est retrouvé à Rennes jeune. Et du côté de Rennes, on l'a prêté au FC Bâle parce que forcément il y a pas mal de concurrence et il n'aurait pas eu le temps de jeu escompté du côté de la Bretagne. Donc on a décidé de le prêter en Romandie. Et du côté de la Suisse, ça s'est vraiment très bien passé, il a été excellent. C'était un prêt avec option d'achat où l'option d'achat a été levée pour Andy Diouf et finalement il a été vendu avec une belle plus-value. Il a tout simplement été très rayonnant, un meilleur jeune du championnat suisse. Il a été sublime, on l'a vu notamment en Conférence League où il a fait vraiment des beaux matchs, notamment contre Nice. Il a également fait un très beau match contre la Fiorentina où il marque un beau but. Vraiment super joueur, lui qui est très porté vers l'avant. Remplaçant parfait de Seko Fofana en fait, tout simplement. Je trouve que dans le profil il y a beaucoup de similitudes. Peut-être qu'Andy Diouf est un peu plus dribbleur que Fofana, mais peut-être qu'il a moins d'impact physique qu'un Seko Fofana. Mais défensivement, je pense que les deux s'équivaut. Ça peut faire une doublette parfaite, que ce soit avec Spearings ou soit avec Abdul Samed. Vraiment, ça va être un beau mariage à Lens et j'ai vraiment hâte de voir ses premiers matchs.
parce que il a vraiment tout un potentiel qui me semble énorme, et il a que 20 ans et je le trouve déjà très à l'aise techniquement et assez sûr de lui avec une belle intelligence de jeu. Donc hâte de voir ses premiers pas du côté du Stade Bollaert. Pour rester au côté du Stade Bollaert, j'aurais pu parler de joueurs qui ne seront pas dans les vidéos, donc je vais vous les dire maintenant. J'aurais pu parler d'Oscar Cortés qui arrive en provenance des Millenia Rose, je connais pas assez pour en parler. Il y a également Louzbek, le défenseur central, Kursanov. Et j'aurais aussi pu parler du petit jeune là qui est en train de un peu de crever l'écran en match amical, Ayanda Sushiba, mais je le connais vraiment pas et on sait que la réalité des matchs amicaux ne sont pas forcément la réalité des matchs. Peut-être qu'il aura pas énormément de temps de jeu. D'ailleurs, on dit match amicaux, mais au final, c'est plutôt match de préparation. Il y a une petite différence qui se tient, je trouve. Donc, je vais pas en parler, mais eux aussi seront également à suivre. Pour le troisième joueur, on va également parler d'un joueur qui a crevé l'écran un peu lors des matchs amicaux contre Al Nasser ou également contre Le Havre. Et on va parler du frère de Mario Lemina, le Noah de son prénom, qui est un 2005, là, qui est très jeune, mais alors il a un côté... on va toute proportion garder, hein. Ne dites pas que j'ai dit que c'était le nouveau Mbappé, mais il a un style un peu Mbappesque, j'ai envie de dire. Voilà, très virevoltant dans les dribbles. Quand il a l'arrêt, il a une capacité à pouvoir accélérer sur quelques mètres qui est vraiment bonne. Je trouve vraiment très très intéressant. J'avoue, je le connaissais pas du tout. Et là, en 2 matchs, je me suis dit que ce serait peut-être un jeune à suivre. Surtout qu'avec Luis Enrique, qui n'est pas Christophe Galtier et qui a tendance à faire confiance en jeunes, on rappelle qu'il a choisi Gavi très tôt en équipe d'Espagne, alors que il y avait pourtant de la concurrence et il a su le mettre. Luis Enrique, il en a un peu rien à faire des statuts. Et j'ai l'impression d'ailleurs, c'est un peu en train d'être chamboulé les statuts du côté du PSG. Et je pense que c'est une très belle chose pour le club. Même si cette saison, ce sera peut-être une saison de transition, mais je pense que ce sera une très belle chose d'avoir cette transition. Mais ouais, Lemina, j'espère qu'il aura un peu de temps de jeu parce qu'elle a l'air vraiment d'avoir beaucoup de ballons. On va voir quelles seront sa concurrence, parce que là, à l'heure où je tourne, on parle d'Ousmane Dembélé, mais lui serait plutôt du côté droit, même s'il est capable de jouer à gauche, il l'a déjà fait. Et puis Ousmane Dembélé, un jour sur 2, il a l'infirmerie, donc bon, voilà. Il y a Asensio qui peut jouer également à gauche. Moi, je le préfère un peu plus à droite. On verra comment ça va se situer pour lui. Il y a également Kangidli, mais lui, c'est pareil, il est gaucher, donc je vois plus être à droite. Ou en vrai 10 ou 8. Et voir si Kylian Mbappé reste. J'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas. Mais on espère qu'entre la Coupe de France, qu'avec la Ligue des Champions et quelques matchs, il arrivera à avoir quand même quelques temps de jeu. Il y a pas mal de jeunes qui sont intéressants du côté du PSG. D'ailleurs, il y en a 2 autres qui seront dans la vidéo, donc soit celle-là, soit celle d'après. Je pense qu'il perce vraiment en bon moment et on sait que si Luis Enrique lui fait confiance, il aura du temps de jeu, ça c'est une certitude. Hâte de voir comment il va être utilisé et surtout à quelle fréquence il va être utilisé, mais on est sur un très bon jeune. Le 4e joueur, c'est Emmanuel Emega, un joueur que je ne connaissais pas plus que ça, que j'ai travaillé pour pouvoir préparer cette vidéo, parce que je ne suis pas forcément la Bundesliga autrichienne, enfin voire pas du tout, donc j'ai regardé un peu son profil. Et il me semble très intéressant. Si, de toute façon, si Strasbourg a mis autant sur lui, c'est qu'il y a une raison. Et c'est un 2003, il a que 20 ans et il est ambidextre. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, il a l'air d'être vraiment très à l'aise du pied gauche. Droitier, mais très à l'aise du pied gauche, c'est une très belle chose. Il a l'air surtout de pouvoir se démarquer assez facilement des défenses. Il a l'air d'avoir une très bonne science du positionnement, j'ai envie de dire. Après, les défenses en Bundesliga autrichienne ne sont pas forcément les plus rigoureuses. Donc à voir dans un contexte un peu différent, qui est la Ligue 1. On peut peut-être essayer de lui attendre un peu un temps d'adaptation à la Dalinga, du côté qu'on avait vu à Toulouse par exemple, où les premiers mois, enfin les tout premiers matchs avaient été bons. Après ça avait été plus compliqué et à partir de janvier-février, la machine s'est mise en route. Je pense que pour Emmanuel Emega, ce sera un peu pareil. Il faudra pas être très exigeant autour de lui. Même si c'est vrai que son prix du transfert, on va peut-être avoir une attente du résultat assez rapide. Je pense que le public de la Méno sera compréhensif. Mais en tout cas, il me semble intéressant. Ça a l'air d'être un vrai tueur par contre devant le but. Mais c'est vraiment un profil qui attire la curiosité et j'espère sincèrement qu'on verra un bon joueur. Pour le projet strasbourgeois surtout, qui commence et qui montre peut-être de bons espoirs. Donc on verra la suite, mais c'est prometteur en tout cas. Pour le 4e joueur, on va partir du côté de la Côte d'Azur, plus précisément du côté de l'OGC Nice, et on va parler de Badreddine Bouanani, qui est né en décembre 2004, donc il a encore 18 ans pour l'instant. Et il est arrivé l'an dernier en provenance du LOSC. Il avait été formé au LOSC depuis 2011. Il n'a pas eu de contrat pro et il est parti du côté de Nice. Je me souviens que ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Pour les Lillois, ils étaient vraiment dégoûtés de le perdre et ça peut se comprendre parce que franchement, le temps de jeu qu'il a eu du côté de Nice, il a su montrer vraiment de super choses dans un club qui est quand même été en difficulté. Même si à un moment, il y a eu un souffle nouveau, insufflé par Didier Digard, mais on peut pas dire que Nice a réalisé sa meilleure saison. Et il a su montrer tout son talent, un très très beau pied gauche, un joueur qui a plutôt l'air d'aimer longer la ligne, ce qui peut être une très belle chose, qui peut donner une autre alternative par exemple à un Sofiane Diop qui a plutôt tendance lui à être dans l'inférieur, donc ça peut être une belle alternative, bon dribbleur,
belle qualité de passe. Il a fait 19 matchs, il a joué 863 minutes, hein, donc ça fait un peu moins de 10 matchs si on aligne toutes les minutes. Et il a quand même réussi à déjà faire 4 passes décisives, donc ça montre quand même le talent du joueur. Je pense que c'est la saison de l'explosion pour lui, même s'il y a de la concurrence, comme je l'ai dit, il y a Sofiane Diop, il y a Jeremy Boga, même si Buonanni a plutôt tendance à jouer du côté droit et Boga du côté gauche. Mais voilà, ça reste une concurrence. Avec Mofi qui est dans l'axe, on a plutôt tendance à voir Laborde également côté droit. On va voir quelle fréquence de jeu va avoir le Buonanni, mais en tout cas, il me semble assez intéressant, très bon dribbleur. Mais avec une intelligence de jeu, j'ai l'impression que, bah voilà, 4 passes décisives en 800 minutes, on sent qu'on n'est pas sur un joueur qui aime que dribbler et qui aime que provoquer. Bien au contraire. Ouais, c'est un de mes joueurs que j'ai hâte de découvrir et hâte de continuer à voir, même si c'est vrai que c'est pas le club que je suis le plus, Nice, même si c'est un club que j'aime bien. Mais ça va être intéressant de voir son évolution parce qu'il a l'air d'avoir un potentiel assez monstrueux. On est à la moitié de la vidéo, donc si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas également à t'abonner. On va dépasser les 11 000 abonnés. Peut-être que c'est fait au moment où la vidéo sortira, je ne sais pas. En tout cas, merci à ceux qui le feront. Et on va donc passer ensuite au 6e joueur. On va parler de Håkon Arnar Haraldsson. Ça s'écrit Hakon, mais ça se dit Håkon de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu chercher. Et lui, je vous avoue, être dans le train, comme on dit. J'ai vu la première mi-temps contre Bruges et j'ai également vu le match là contre le Havre. Et bah, il a marqué 5 buts en 2 matchs, en fait, tout simplement, le petit bonhomme. Donc ouais, c'est assez bluffant. Et il y a, je sais plus qui a dit qu'une prise de balle, ça ne trompait pas. J'aime bien cet argument, même si forcément ça ne fait pas tout, on s'entend. Et en plus de ça, on est dans les matchs de préparation, donc on va pas s'enflammer. Mais il a l'air d'être assez monstrueux. Il avait montré des belles choses de ce que j'ai pu chercher avec Copenhague, notamment en Ligue des Champions, où il avait montré beaucoup de personnalité. Donc on a l'air d'être un petit crack islandais qui a l'air d'avoir voilà, la tête sur les épaules et qui a pas l'air d'avoir peur de la pression, parce que là ce qu'il montre en match amicaux, même si c'est que des matchs amicaux, mais quand on en arrive dans un club, dans un autre pays, c'est quand même assez dur de pouvoir s'intégrer. Lui, ça a l'air d'être parfaitement fait. D'ailleurs, faudra suivre le LOSC à la saison prochaine. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils seront à suivre, parce qu'en plus en gardant Paulo Fonseca, je pense que cette équipe du LOSC va être assez surprenante. Et s'ils trouvent un véritable buteur, parce que moi, je suis pas très fan de Jonathan David, même s'il a mis 21 buts, mais il y a quand même 11 pénaux. Et si on regarde le classement des X-Points, pour ceux qui aiment bien les stats, bah en fait Lille serait champion, alors qu'ils sont finis au final 5e. Donc ça vous montre le nombre de buts qu'ils auraient pu être à la fois éviter et surtout marquer. Et ouais, donc j'ai vraiment hâte de voir Haraldsson. Je pense que ça va faire le plus grand bien, parce qu'il n'y a pas que David qui ne marquait pas. On va pas tout mettre sur David, sachant que lui marquait. Mais Bamba, c'est pas forcément l'attaquant qui marque le plus, ni Adamounas en plus qui a eu des blessures. Remplacé par Zegrova qui est plutôt irrégulier et surtout très prévisible. Donc on va voir ce que ça va donner pour Haraldsson. Mais ouais, bonne hype autour de lui, et j'avoue que j'ai assez hâte d'aller au stade pour voir à la fois Umtiti, bien sûr, en tant que supporter lyonnais, mais à la fois Haraldsson, parce que ouais, je sens qu'on est sur un joueur qui va faire lever des foules, et bah, c'est pour ça qu'on va au stade. Et pour le 7e joueur, on va parler d'un lyonnais, on va parler de Ryan Cherki, qui, oui, n'a que 20 ans, hein, ça fait, c'est peut-être sa 4e saison pro. Je pense que c'est l'année où il faut qu'il explose, parce que ça commence à faire pas mal de temps qu'on attend un grand Ryan Cherki. Sa saison dernière est sa meilleure, je pense. Après, le contexte lyonnais a été très compliqué pour lui et les entraîneurs n'ont pas toujours fait les bons choix. Rudy Garcia l'a plutôt fait jouer, je trouve. Alors peut-être pas assez pour certains, mais il a quand même réussi à le faire lancer. Il aimait plutôt Ryan Cherki, malgré ce qui a été dit. Peter Bosz, quand il arrive, bah, vu tout ce qu'il a fait avec l'Ajax, on se dit ah bah Ryan Cherki c'est parfait pour lui. Et en fait, pas du tout. Ça s'est pas forcément bien passé. Il l'a fait jouer dans un poste qu'on se rend compte qu'il n'est pas son poste préférentiel, à savoir côté droit. Et en plus, on lui demandait plutôt de longer la ligne, ce qui ne lui convenait pas. Et désormais, avec Laurent Blanc, on sent qu'il y a un certain contrat de confiance. Et on sent que Cherki, en plus entouré de Barcola et de Lacazette, on sent qu'il y a une sorte d'osmose. Et Cherki a vraiment fait une bonne deuxième partie de saison, avec des matchs sans, bien sûr. Mais quand il était en 10, il était vraiment bon. Et cette saison, il faut qu'il explose, parce qu'il a un potentiel énorme. On le voit encore en espoir quand il joue et quand il rentre. On se rend compte que c'est un joueur à part. Je comprends que les suiveurs non lyonnais trouvent que Cherki soit surcoté. Parce qu'on en fait tellement des caisses autour de lui, nous lyonnais, qu'on s'attend à ce qu'il soit toujours excellent. Et on est un peu dans le prisme de Mbappé qui a explosé et qui a été énorme pendant toute sa jeunesse. Mais bon voilà, c'est sûr que les jeunes, ils sont pas toujours réguliers quand ils sont jeunes, et des Mbappé, il y en a un tous les 10 ans, j'ai envie de dire. Mais Cherki, il est vraiment un potentiel absolument incroyable, et il faut que cette saison, il confirme. Faut qu'il ait les passes décisives, faut qu'il ait des buts, faut qu'il montre
tout son talent, et j'ai même envie de dire que la saison lyonnaise dépend de l'état de forme de Ryan Cherki. Si on a un grand Ryan Cherki toute la saison avec un Barcola et un Lacazette, si Barcola reste, mais même si Cherki reste au final, mais si les deux restent et sont en forme, on aura un grand Olympique Lyonnais, enfin un grand Olympique Lyonnais, un Olympique Lyonnais compétitif, on va dire. Ouais, si Cherki n'est pas dedans, bah l'équipe malheureusement en souffrira, je pense. Alors c'est sûr que pour un jeune de 20 ans, avoir autant de pression, c'est pas forcément idéal pour sa progression, mais là, je pense qu'on a eu assez d'attentes autour de lui. Là, c'est sa saison. Faut qu'il explose. On va retourner du côté du LOSC pour le 8e joueur et je vais parler d'un défenseur central. Et je vais vous parler de Lenny Yoro, qui a été lancé l'an dernier et qui m'a bien plu. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 boulettes qui ont été marquantes. C'est un joueur qui prend des risques et pour un défenseur central de son âge, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Ça montre une certaine personnalité qui peut être plus fiable, certes, mais encore une fois, il est très jeune. Et je pense qu'il a un avenir qui s'annonce plutôt beau. Il a une très belle vision de jeu, il a une belle qualité de relance. Je trouve que niveau placement, il est loin d'être mauvais par rapport à d'autres joueurs dans l'effectif. Par exemple, je trouve un Alexandro qui est quand même un peu plus vieux, moins bien placé que Ruyoro. Et ouais, j'ai hâte de voir sa saison. S'il est à côté d'Umtiti, ce qui sera normalement le cas, j'imagine, Umtiti à gauche et puis à droite, Lenny Yoro. Je pense qu'avoir Umtiti à côté de lui, ça va vraiment beaucoup le servir. Et il risque de bien évoluer. On sait que les défenseurs centraux comme ça, ils ont besoin d'avoir des repères et d'avoir quelqu'un qui les encadre bien, à l'image d'un Varane à l'époque au Real. Et ouais, ça va être intéressant de voir sa deuxième saison, sachant que Fonseca lui fait pas mal de confiance quand même. Je pense qu'il peut réaliser une très belle saison. En tout cas, comme le LOSC, hein, comme je disais. Donc ouais, c'est un joueur qui est vraiment à suivre. Pour l'avant-dernier joueur, on va retourner du côté de Montpellier. On va parler de Khalil Fayad, qui est un 6, qui est né en 2004, qui a fait 24 matchs, mais seulement 718 minutes. Donc ça fait un peu moins de 9 matchs, on va dire. Et 2 passes décisives pour un 6, et c'est un joueur qui me semble intéressant. Je vais pas vous mentir, c'est pas le joueur que j'ai le plus vu, hein, comme le dernier d'ailleurs. Mais j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, donc c'est pourquoi je le mets dans cette liste. Et de ce que j'ai pu voir, parce que je l'ai quand même vu un peu jouer, il me semble avoir un côté un peu, un 6 un peu regista, si j'ai envie de dire. Oui, c'est un terme un peu football manager, je reconnais. Mais je le sens très bon dans la création, en fait. Il me semble avoir une belle vision de jeu, un peu un 6 comme ça, toute propension gardée aussi, mais à la Bruno Guimaraes, j'ai envie de dire, qui a voilà, cette vision de jeu, qui sait orienter le jeu, qui sait quand est-ce qu'il faut mettre à droite, quand est-ce qu'il faut mettre une transversale de 30 mètres. Il me semble avoir cette intelligence. S'il y a des Montpelliérains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresserait vraiment, vraiment fortement. J'aime bien avoir vos retours de supporters et de suiveurs du club, parce que vous connaissez forcément mieux le joueur que moi, faut être honnête, hein. Donc n'hésitez pas, franchement ça m'intéresse beaucoup, mais moi je lui vois beaucoup de potentiel, avec un Jordan Ferry devant et un Savanier. Ça peut être très intéressant, ou un Joris Chotard également. Ça peut être intéressant, et j'espère qu'il aura plus de temps de jeu, qu'on aura le plaisir de le voir un peu plus jouer, parce que, ouais, il me semble, même avec les U19 en France, j'ai l'impression qu'il a fait des matchs assez intéressants, donc j'espère que ce sera la saison de son émergence. Mais je le mets dans les jeunes à suivre, parce que, comme je vous dis, j'en ai entendu vraiment le plus grand bien, donc voilà. Et pour le dernier joueur, c'est pareil, comme je vous dis, c'est pas le joueur que je connais le plus, mais c'est un joueur qui mérite d'être évoqué, et c'est Eden Diop, le joueur de Monaco, le frère de Sofiane, hein, du coup, qui joue pas le même poste, parce que lui, il est plutôt le 8. Mais c'est un 8 qui est très porté sur l'offensif, et c'est un 8 qui marque beaucoup de buts. Il a déjà marqué un but en Ligue 1, bon ça c'est pas beaucoup, vous me direz, mais avec les U19 de Monaco, il a marqué 11 buts en 33 matchs, qui est énorme pour un 8. Il semble avoir un temps d'avance, il semble avoir une intelligence de jeu. J'ai l'impression qu'il est également plutôt bon sur coup de pied arrêté pour les tirer. Donc à voir comment ça va se passer pour lui. Est-ce qu'il aura un peu plus de temps de jeu sous Adi Hutter? Ça peut être un peu compliqué, parce que Adi Hutter il est plutôt dans un 3-4-2-1 et un 3-4-1-2. Après il peut peut-être être celui des deux, même si avec des Golovin qui peuvent être par exemple dans ce rôle-là, avec des Minamino, avec peut-être même des Ben Yedder, un peu sceptique, hein, mais pourquoi pas. Mais ouais, en tout cas, c'est un jeune qui peut exploser, qui peut s'épanouir. Peut-être que ça peut être la bonne surprise du côté de Monaco, même si j'avoue très inquiet pour Monaco. S'il y a des supporters monégasques, c'est pareil, mais pour l'instant, ils ont recruté qu'un gardien, si j'ai bien suivi. Mais voilà, je mets un petit mot quand même sur Eden Diop, qui me semble être un jeune à suivre, et j'ai hâte de voir s'il va continuer à avoir plus de temps de jeu sous Hutter ou pas. Ou sinon, il faudra peut-être passer par un prêt, parce que c'est jamais simple de s'éclater à Monaco. Monaco a pas mal de jeunes, hein, qui sont bons. Il y a un système de formation à Monaco qui est un peu différent, où ils font pas partie du championnat national, mais ils font notamment des matchs, voilà, une sorte de championnat et des matchs amicaux contre d'autres clubs d'autres pays. Et ce qui est assez intéressant, et c'est pourquoi il y a pas mal de jeunes, notamment un autre qui sera dans la vidéo de la saison d'après, mais c'est pourquoi il y a des jeunes comme ça qui explosent du côté de Monaco, c'est parce que ça travaille bien et qu'ils sont assez challengers en affrontant des clubs, voilà, plus rigoureux et d'autres cultures. Donc quand ils arrivent en pro, ils sont plutôt prêts. Et voilà, c'est pour ça que j'ai hâte de voir Eden Diop. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude à vous la faire.
Donc, on vous rappelle, hein, il y a 10 joueurs qui seront mis également dans la vidéo de demain qui sortira à 18 h. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci pour la force dernièrement. Les vidéos marchent vraiment bien pour un mois de juillet. Bon, moins qu'au mois de juin forcément, mais là, c'est les vacances et le mois de juillet marche plutôt bien. Donc, merci à vous, c'est top. On va continuer de grandir, on va continuer de faire évoluer. Encore merci à Boxing Days d'avoir sponsorisé la vidéo, hein. N'oubliez pas le code, si ça vous intéresse, le code moins pour avoir moins 10%, Elfloco10. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez les vidéos. Un bon dimanche si vous la regardez et qu'on est dimanche à 13 h. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!